matin. Alors, j'ai le plaisir de présenter un sujet aujourd'hui qui est très important, qui est d'actualité et qui porte sur le design thinking. Mais avant de commencer, permettez-moi de rappeler que ce congrès est dans la ville de Fès, et la ville de Fès, c'est le berceau d'une des plus anciennes universités à l'échelle mondiale, et probablement la plus ancienne en activité actuellement, d'après Guinness Records. Et c'est une université qui a été construite par une femme en 859, soit 2 siècles et demi avant la première université européenne. Le talk a trois objectifs. C'est premièrement de vous prouver, de vous convaincre que la compétence du 21e siècle, c'est le design thinking. La deuxième chose, c'est d'expliquer le rationnel et la logique qui est derrière le design thinking. Et finalement, j'ai choisi quelques méthodologies pour vous expliquer d'une façon unifiée ces méthodologies-là en se basant sur le design thinking. Donc ça, c'est les 3 objectifs qui, normalement, à la fin de ma présentation, vous devez avoir compris. Si vous n'avez pas compris ceci, le congrès va vous rembourser. Alors, j'ai divisé ma présentation en 4 parties. La première chose, on va plonger un peu dans les challenges d'aujourd'hui, le monde, on va regarder un peu notre monde, et faire comprendre que le design, aujourd'hui, on a une transition de design vers le design thinking. Par la suite, j'explique le rationnel, la logique qui est derrière ce design thinking, et j'ai choisi quelques méthodologies les plus utilisées actuellement à l'échelle mondiale pour vous expliquer globalement, d'un point de vue de design thinking, ces process-là. En fait, dans la longue péripétie de l'histoire humaine, on a toujours fait des révolutions. Et chaque fois qu'on a fait des révolutions, c'est qu'on était capable d'aller au-delà de nos capacités. On a fait une fois, quand on a développé la machine à vapeur, qui nous a permis de développer des moyens de transport, des moyens de fabrication, qui nous ont permis d'aller au-delà de nos capacités physiques. Aujourd'hui, on vit une deuxième révolution. Celle-ci est plutôt reliée à Internet, parce que Internet nous a permis d'aller plus au-delà de nos capacités cognitives. Aujourd'hui, quand vous travaillez sur quelque chose, sur une problématique, vous allez sur Internet, vous êtes connecté, vous avez accès à l'information, vous avez accès à des experts internationaux qui partagent leur savoir, et donc on a une extension de notre capacité cognitive qui nous permet énormément d'opportunités. Dans un avenir proche, le monde autour de nous va être connecté avec Internet of Things et surtout avec les solutions d'augmented reality. Et ça va nous donner énormément de data, mais aujourd'hui, heureusement aussi, qu'on a l'intelligence artificielle qui nous permet de traiter. Et donc, cette information, ce flot incroyable d'informations peut être pré-traité avant qu'on puisse l'utiliser dans notre cerveau. Et ce qui fait que, dans un futur certainement proche, on s'achemine à une augmentation de notre capacité cognitive et on s'achemine probablement à une super intelligence humaine. Alors, tout ça crée un monde d'opportunités où l'individu, moi, vous, on a des pouvoirs extraordinaires. On a des pouvoirs extraordinaires parce qu'on a accès à l'information, à la connaissance, qui est aujourd'hui ouverte, parce que vous pouvez aller aujourd'hui sur n'importe quelle université avoir des cours, vous avez du contenu de spécialistes qui est partagé, et vous avez un flot d'informations qui est incroyable dont vous avez accès aujourd'hui. Deuxième chose, on a accès à la technologie. Aujourd'hui, avec le open hardware, le open software, les outils de prototypage, on a accès à la technologie. Et troisième chose, c'est que quand vous avez une idée, vous développez votre idée, vous allez sur Internet, vous faites un site et vous avez accès à une clientèle qui est mondiale, qui n'est pas locale, qui n'est pas dans votre pays, mais qui est complètement globale. Et ça, ces capacités-là ont créé un ordre dans le monde qui est complètement nouveau. On a un nouveau ordre, on a une nouvelle économie. Et cette économie, vous la connaissez parce que vous vivez dans cette économie. C'est une économie qui est basée sur la capacité des individus. Tous les gens que je montre ici, ce sont des personnes que vous connaissez parce qu'ils ont créé tout seuls dans un garage des produits, des sociétés et qui sont devenus aujourd'hui des compagnies, des multi-billion dollars compagnies, et que vous connaissez, vous utilisez leurs produits. Et donc, aujourd'hui, l'économie est basée sur une nouvelle innovation, qu'on appelle le 0-1 innovation. C'est une innovation
on amène quelque chose, une catégorie nouvelle de produits, une catégorie nouvelle de business model, de start-up, et on va dans un marché, on est le seul sur le marché, on monopolise ce marché. Tous ces gens-là que vous voyez ici monopolisent dans leur marché, ils monopolisent leur marché, ils ont une grande valeur ajoutée. Et donc tous ces gens-là, Jeff Bezos récemment, il est devenu l'homme le plus riche. Et puis j'ai fait une femme parce que quelqu'un m'a fait la remarque qu'il n'y a pas de femmes les gens qu'on connaisse, mais effectivement il y a des femmes mais qu'on ne connaît pas. Donc des gens qui ont développé, j'ai choisi une parmi elles, une chinoise, et qui vaut aujourd'hui 7 milliards de dollars et quelques, et qui son patrimoine est 2 fois plus grand que la fameuse personne qui raconte tous les jours qu'il est le plus riche. Et dont je ne cite pas le nom. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un changement au niveau de l'innovation. Auparavant, l'innovation qu'on connaît, c'est une innovation continue. C'est-à-dire, vous avez un produit, le A, et je le change, N, une nouvelle version. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tout ce que j'ai montré, ce sont des innovations 0,1. Ce sont des compagnies qui sont complètement nouvelles dans leur catégorie. Et ce qui fait qu'à l'échelle mondiale, économique, surtout, on a un nouvel ordre. On a des grandes compagnies qui n'arrivent plus à survivre. Vous connaissez probablement Nortel, Kodak, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, c'est des grandes compagnies qui sont complètement balayées. Et des petites compagnies qui font aujourd'hui la loi, que vous connaissez, comme Uber et Airbnb, comme vous savez, c'est des compagnies qui ont été faites dans une chambre d'étudiants. Et donc c'est ça le nouvel ordre. Et les grandes compagnies, aujourd'hui, ont un nouveau management. Ils ont créé des entités au sein de leur entreprise et qui fonctionnent, qui sont managées comme des start-up. Et donc on est dans une logique aujourd'hui de 0,1 innovation. Alors, vous pouvez argumenter, me dire, oui, ça c'est vrai, mais tout ce qu'on a vu, c'est fait dans le digital. Quand vous parlez de Facebook, Uber et tout ça, c'est plutôt du digital. En fait, on est dans la logique de digital. Et le digital, ça a été possible parce que ces gens-là, ces individus-là, ce sont des gens qui ont vécu dans ce monde digital. C'est ce qu'on appelle des digital natives. Et aujourd'hui, vous allez sur Internet, ils ont pu développer ces choses-là. Mais nous, en mécanique, on n'est pas concerné, on n'est pas dans le digital, on est plutôt dans le tangible. Détrompez-vous. Tout ce qui s'est passé dans le digital et aujourd'hui va se faire dans le tangible. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La deuxième raison, c'est qu'on avait des digital natives, aujourd'hui on a des digital fabrication natives, parce qu'aujourd'hui on a tous les moyens de prototypage qu'on peut avoir à la maison, à la portée de l'individu. La deuxième chose, le produit en lui-même s'est transformé. Aujourd'hui, on n'a pas un produit qui est purement mécanique ou électronique. La majorité des produits que vous utilisez, iPhone et autres, ce sont des produits où une partie est dans le digital. On a une digitalisation du tangible. Et on a une plateforme où tous les produits aujourd'hui sont une partie sur le cloud et vous avez la partie hardware. Et dans la partie hardware, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'accéder à cette connaissance, à ce open hardware. Et on s'achemine aussi dans la modularisation, ce qui fait que tout ça, on est dans la même logique. Un produit tangible devient équivalent à un produit qui est dans le software. Parce qu'on peut le changer, on peut l'upgrader, on peut tout faire. Et pour faire un produit, je n'ai pas besoin de commencer de scratch, comme on dit en bon français, mais c'est vraiment de regarder ce que les autres font, prendre ces modules-là et par de construire ces buildings, on peut avoir un produit. Et ce qui fait que plusieurs experts actuellement pensent qu'on est à l'aube d'une nouvelle révolution qui va être encore plus gigantesque que ce qu'on a vécu dans le digital. Et ça nous concerne principalement nous en tant que mécaniciens, parce que ça va toucher le tangible, ça va toucher les choses qui sont concrètes, les systèmes qui vont aller plus dans la digitalisation et dans une logique qui est complètement différente, qui va être basée sur les individus. Et dans les années à venir, on va avoir des individus qui vont faire des sociétés, qui vont aller changer des compagnies dans l'automobile. On a vu le cas de Elon Musk, que vous connaissez dans le cas de Tesla, par exemple dans l'automobile, mais on va voir des milliers d'Elon Musk dans l'avenir qui vont venir avec des idées et qui vont aller changer les industries qui sont la référence des mécaniciens. Ce qui fait aujourd'hui, on a des individus qui ont des outils à leur portée. Vous avez les solutions, vous avez le hardware,
vous avez le web, vous avez les moyens de fabrication. Et aujourd'hui, on a des challenges. On a des challenges au niveau de la population mondiale qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller développer des solutions pour ça. Et les domaines pour les changements sont inouïs. Énormément de domaines vont changer complètement pour l'avenir. La première, c'est l'éducation. C'est un système qui dure, ça fait 2 siècles, mais qui a été fait d'une manière intuitive, suivant un certain modèle d'une certaine époque. Mais aujourd'hui, c'est clair qu'avec tous les moyens qu'on a, l'éducation va changer complètement de manière radicale. La recherche aussi. On sait aujourd'hui que la majorité des travaux de recherche, 90% de plus, ne sert absolument à rien. Et ça, c'est un gâchis de talent. Et certainement, aujourd'hui, on a les outils pour le faire. La médecine aussi. Aujourd'hui, on a une médecine qui est intuitive. On s'appuie sur les symptômes. Aujourd'hui, on s'achemine vers une médecine de précision. Dans la fabrication, on s'achemine avec une fabrication qui est complètement dans le cloud, avec aujourd'hui ce qu'on appelle Industrie 4.0, et qui est complètement distribué, et que le produit que vous allez acheter demain, il va être fabriqué juste à côté de vous. L'énergie dans un avenir proche, la plus abordable va être l'énergie solaire et éolienne, et ainsi de suite. Dans l'automobile, l'automobile va complètement changer. Avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, l'automobile qui va être autopiloté, il y a des business models à créer. Peut-être que la notion de voiture personnelle va complètement disparaître, on ne sait pas. Alors tout ça dépend d'une seule chose. Ça ne dépend pas. La technologie, on l'a, la capacité, on l'a, et vous avez accès à ces technologies. C'est quoi la compétence dont on a besoin pour aller à ces challenges? C'est une chose, c'est la capacité d'amener de nouveaux produits et de pouvoir innover. Et ce qui fait que dans le 21e siècle, la compétence centrale va être, et elle est déjà, c'est vraiment votre capacité à développer des produits, à innover, à amener des choses de nouveau. C'est ça la compétence que tout le monde aujourd'hui cherche, et toutes les compétences, ce sont que des sous-compétences de cette compétence qui est centrale. Alors, donc, ça c'est le premier objectif que je me définis, de vous convaincre que dans le 21e siècle, la capacité à développer, à designer des choses, c'est vraiment la compétence centrale. Alors maintenant, plus loin, de comprendre qu'est-ce que c'est que le design. Finalement, cette compétence, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, quand vous voulez développer quelque chose, vous êtes devant un problème, généralement, qui est flou. Vous ne savez pas. Vous avez plusieurs paramètres et vous êtes vous avez un peu le flou dans votre vision, et vous essayez de voir plus clair. Et c'est un peu la méthode du design, c'est un peu d'aller dans ce flou-là, de regarder et d'amener quelque chose. Comment vous le faites? Comment vous raisonnez? En fait, vous raisonnez sur 3 choses. La première chose, c'est de se dire, bon, je vais faire quelque chose pour qui? C'est quoi le besoin? Qu'est-ce que le client veut? Deuxièmement, qu'est-ce que je vais utiliser? C'est quoi la technologie? Quelle technologie je vais utiliser? Et la troisième, qui est la plus importante, comment je vais gagner de l'argent? Comment je vais gagner? Parce qu'on peut gagner de l'argent, on peut gagner autre chose. C'est comment gagner. Et donc c'est généralement ces 3 choses sur lesquelles on s'appuie pour imaginer une solution.